Aujourd'hui, nous allons parler de comment investir en bourse et en crypto-monnaie avec son entreprise. On va voir si ça vaut le coup de le faire avec son entreprise ou est-ce qu'il vaut mieux le faire en nom propre. On va regarder un petit peu les règles à connaître lorsqu'on veut faire ce genre de choses. On va voir si on peut déduire aussi les pertes effectives qu'on va faire en bourse et en crypto-monnaie si on investit avec son entreprise. Donc est-ce qu'on va pouvoir déduire ces pertes et allons-nous devoir payer des impôts sur les gains même si ces actions-là sont encore sur le marché et qu'on n'a pas vendu ces parts. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Et aujourd'hui, je suis avec Guillaume Delemarde, expert comptable chez Number. Bonjour Guillaume. Bonjour Lilian. Quelle bonne question tu poses là. Et si tu savais le nombre de questions que j'ai reçues à ce propos, il y aurait de quoi peut-être pas écrire un livre, mais bon. Donc effectivement, ça me paraît être très pertinent et le sujet du moment, encore que si on élargit, c'est vrai que le sujet de l'investissement en bourse, un peu plus ancien, hein, c'est déjà un sujet en soi. Alors, quand je suis chef d'entreprise, je fais fonctionner donc ma structure. Bon, je suis freelance, donc bien souvent je suis tout seul dans la boîte. La boîte engrange du chiffre d'affaires, je me paye un petit peu et puis après possiblement il reste des sommes si j'ai pas tout pris en chiffre d'affaires, en salaire ou en dividende. Et ces sommes-là, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que je peux en faire? Donc les clients nous disent, j'ai un peu de trésorerie sur ma boîte, est-ce que vous avez un regard, un conseil là-dessus? Alors moi, je suis pas conseiller en gestion de patrimoine, mais si on me pose directement l'allocation des moyens, je ne saurais pas forcément répondre quelle est la meilleure, mais en revanche, quelles sont les règles applicables à ce type d'investissement? Oui, ça, on peut essayer d'y répondre. Les clients vont partir bien souvent soit sur l'immobilier, soit sur l'investissement sur des marchés. Et sur les marchés, tu as résumé les deux, la bourse, les crypto-monnaies, en ce moment en tout cas, on verra ce qu'il en est par la suite, si on aura un troisième qui apparaîtra. La bourse. Donc la bourse, c'est simple, hein, j'achète des actions. Ma société achète des actions, finalement. On va dire des actions, mais il y a bien plus de choses qu'on peut acheter. On peut acheter des options, on peut acheter des titres qui donnent droit à des actions, des ETF, des ETN, des ETC. Mettons simple, hein, faisons des actions parce que concrètement ça va suivre à peu près les mêmes règles. Simplement, ce qu'on va vous dire, c'est ok, vous avez le droit d'acheter des actions avec votre société. La société donc se comporte comme un actionnaire normal, ce qui veut dire qu'il y a possiblement des dividendes qui sont encaissés. Bon, ils sont imposés comme produit financier. Ils rentrent dans le résultat en fait, voilà, comme une autre ressource, comme un produit. Il n'y a pas de règle particulière là-dessus. Qu'est-ce qui se passe si jamais je fais des gains en bourse? Hypothèse favorable. Eh bien, dans ce cas-là, ma société est imposée sur les cessions réalisées. Donc, tant que je ne vends pas les actions, il ne se passe rien. Donc, à partir du moment où je vends les actions, je suis imposé sur la différence entre prix de vente et prix d'achat. Voilà. Le résultat de la cession, il est intégré au résultat de l'exercice. Il n'y a pas un taux d'IS particulier pour les actions, c'est le taux d'IS classique auquel on est soumis comme l'ensemble du résultat. Là, je parle bien de placement boursier. Il y a une règle particulière pour ce qu'on appelle les titres de participation, mais c'est pas le sujet. Là, on est vraiment sur les placements boursiers. Hein. Que les actions achetées soient françaises, européennes, japonaises, américaines, n'a pas d'incidence sur ce que je viens de dire. D'accord. Hypothèse défavorable, j'ai fait une moins-value. Donc là, si j'ai réalisé ma moins-value, j'ai vendu mes actions et je les ai vendues moins cher que ce que je les ai achetées, c'est pareil, c'est une moins-value, c'est une perte qui va finalement venir en diminution de mon résultat de la structure. Ça pose pas de problème. Si jamais même j'ai une perte latente, je n'ai pas vendu mes actions, mais je les ai achetées 100 et elles sont cotées 50 sur le marché. Donc j'ai un moins 50 potentiel. Donc là, on peut même déduire les 50 au titre d'une provision. C'est un risque de perte, même s'il n'est pas encore avéré. Nous, on constate qu'il y a une dépréciation à passer dans les comptes. Et donc ces 50-là dont on vient de parler, c'est une charge qu'on va déduire du résultat de la structure. Alors évidemment, comme on ne peut pas gagner sur tous les tableaux, si à l'exercice 1, j'ai déduit 50 € de charge parce que j'estimais que j'avais une perte probable de 50, et qu'à l'exercice 2, je vends les actions, mettons 50, pour paraître simple, donc j'ai réalisé ma perte de 50, l'exercice 2, j'ai plus rien à déduire, puisque j'ai fait une perte de 50, mais ma provision de 50 que j'ai fait l'an dernier, je l'ai reprise, donc on comprend bien qu'on va pas déduire 50 indéfiniment, on la déduit une seule fois. Du coup, si par contre j'ai déduit cette perte de 50, puis que finalement l'action remonte en flèche, et que finalement je fais des gains, est-ce que je vais devoir payer à l'administration fiscale doublement, non seulement les gains que j'ai pu faire, mais aussi la moins-value de laquelle j'ai bénéficié quelques années auparavant? Alors quoi qu'il arrive, si on veut essayer de simplifier pour comprendre un peu le schéma, c'est de se dire, quand je passe un risque de perte,
une provision, une année. L'année suivante, je l'annule. Et donc pour l'annuler, bah, je remets 50 de produits. J'ai mis 50 de charge, j'enlève 50. Enfin, tu vois ce que je veux dire, je remets 50 de produits pour l'annuler. Donc dans l'hypothèse que tu as indiquée, j'ai eu moins 50 l'année 1, c'est mon risque de perte. L'année 2, j'ai fait plus 100. Bon bah l'année 2, je suis imposé sur mes plus 100 de plus-value. Et en plus, j'ai repris mes 50 de pertes estimées de l'an dernier. Donc j'ai 150 en fait. Mais si je mets tout bout à bout, j'ai 150 d'imposition l'année 2, moins 50 l'année 1, j'ai bien une imposition finale sur 100. Simplement, la temporalité fait que ce ne sera pas sur le même exercice. Maintenant, si j'ai une plus-value latente, est-ce que je vais devoir payer des impôts dessus, même si, du coup, je n'ai pas vendu encore mes actions, même si je n'ai pas gagné de l'argent? Non, plus-value latente, on ne fait rien. Donc, il n'y a pas l'inverse d'une provision à constater. Un gain latent ne se constate pas dans les comptes parce qu'on considère, c'est le principe de prudence, qu'on peut toujours... ça peut ne pas se réaliser. Donc, tant qu'on ne vend pas l'action, on ne constate pas de plus-value latente. Maintenant, en tant que individu, lorsque j'investis en nom propre, je vais généralement me tourner vers des solutions telles que l'assurance vie, le PEA, le compte titre. Comment est-ce que ça fonctionne lorsque j'investis avec mon entreprise? Le client a plusieurs possibilités pour investir sur ces supports. La première possibilité la plus simple, c'est un compte titre. Un compte titre comme on pourrait l'avoir pour une personne physique, on peut l'avoir pour une personne morale. Et dans ce cas-là, je dis client, enfin le chef d'entreprise va passer par l'interface de sa banque pour faire les achats et les ventes de titres qu'il veut faire. C'est pas la solution que j'ai vue la plus fréquente, mais c'est peut-être la plus simple. La deuxième solution, c'est toujours quand on veut investir soi-même sur les marchés boursiers, c'est de passer par un courtier. Et dans ce cas-là, on va ouvrir un compte chez un courtier en ligne, bien plus souvent. Et c'est le courtier qui détiendra les actions, mais on lui donne les ordres de vente, les ordres d'achat. L'avantage peut-être par rapport aux solutions bancaires, c'est des interfaces plus travaillées, des frais beaucoup moins élevés quand même sur les mouvements, voire sur les détentions. Après, il y a la troisième possibilité, il y a le client qui dit je veux investir mais j'y connais rien, j'ai pas envie de passer de temps là-dessus, donc je vais passer par un petit peu comme je disais tout à l'heure les contrats de capitalisation, à savoir je vais mettre de l'argent dans une enveloppe et je charge quelqu'un de gérer cette enveloppe. Donc je fais, voilà, c'est de la gestion active du point de vue de la banque. Et dans ce cas-là, c'est le gestionnaire de l'enveloppe qui est chargé d'investir en fonction du profil de risque, en fonction d'informations que j'ai données au préalable. Voilà. Ça, c'est pour les actions. Après, on peut envisager peut-être la chose sur les crypto-monnaies. Puisque sur les crypto-monnaies, déjà peut-être d'un point de vue fiscal, c'est pareil. Dans le sens où on va dire les gains en crypto-monnaie sont imposés lorsque les crypto-monnaies sont vendues. Attention, c'est pas la même règle que pour les personnes physiques. Lorsque les crypto-monnaies sont vendues ou échangées contre d'autres crypto-monnaies. Il ne faut pas forcément qu'ils transfèrent contre une véritable monnaie qui a cours légal. Tu te souviens de ce qu'on avait dit? Oui, tout à fait. On mettra un lien pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas vu la vidéo dans la description. À l'inverse, c'est vrai aussi. Si le cours de la crypto que j'ai acheté baisse, et que je vais peut-être je me suis placé en situation de moins-value latente, dans ce cas-là, je peux déduire une provision, et le jour où je réalise véritablement moins-value, je constate la perte. Donc là, c'est vraiment comme les actions, on peut s'y référer, c'est 100% identique. Maintenant, les solutions d'investissement alors j'apporterai un petit bémol juste après. Les solutions d'investissement en crypto-monnaie, donc là, comme je n'ai pas connaissance de banque qui donne la possibilité à leurs clients de le faire directement, je crois qu'on passe exclusivement par des plateformes, finalement, à ce jour. Les plateformes dont on a connaissance, qu'on trouve facilement sur Internet, des comptes apps, acheter crypto-monnaie dans un moteur de recherche. Alors attention, quand on passe par ces plateformes-là, il faut ouvrir un compte au nom de la société si on veut investir avec la société. On comprend bien qu'il ne faut pas que j'investisse en tant que Guillaume de Lemarle si c'est l'argent de la boîte XYZ qui transite dessus. Sinon, on aura un problème. Donc il faut s'assurer déjà qu'on a une plateforme qui accepte les personnes morales. C'est peut-être attention parce qu'il y a tellement de plateformes aujourd'hui qu'il faut être un petit peu attentif quand même à celle qu'on veut prendre. Alors, sur les petits bémols que je voulais apporter, ça va être, je disais en préambule, on est chef d'entreprise. Quand on est chef d'entreprise, on doit avoir une approche un petit peu rationnelle des choses et on ne peut pas flamber, si j'ose dire, comme on flamberait au casino avec son argent. Donc, si je suis chef d'une boîte qui a 50 000 euros dans la caisse, je mets 50 000 euros sur une crypto-monnaie, qu'est-ce qu'elle se la figure?
moi je ne suis pas certain que la perte est déductible. Parce que là-dessus, le fisc pourra peut-être me dire, attendez, vous n'avez pas agi comme un dirigeant responsable, là. Vous n'avez pas agi dans l'intérêt de la société. Personne ne place 50 000 euros toute la trésorerie d'une boîte sur un seul actif, un seul support, et en plus quelque chose d'aussi volatile que la crypto-monnaie. C'est pas possible ça. Donc là, peut-être que le fisc refusera la perte. Si on va au-delà, alors c'est plus rare pour les freelances, mais si vraiment on veut aller au bout du raisonnement, on pourrait même se retrouver, si la boîte doit fermer parce qu'il n'y a plus de trésor, le tribunal de commerce peut très bien dire, moi j'estime que le dirigeant, il a, par ses actions, mis en fait la société en danger, donc si la société a des dettes, c'est au dirigeant de les régler. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle la mise en cause de la responsabilité du dirigeant, dans ce cas-là. La faute de gestion, si tu veux dire. Voilà. D'accord, donc le tribunal de commerce, le juge, mais aussi l'administration fiscale peut juger que notre investissement n'était pas responsable. Sur quoi il va se baser quelque part pour prendre cette décision, pour avoir ce jugement quand même qui est très fort? Alors oui, tout à fait, c'est très fort. Bon, sur l'histoire de la faute de gestion, c'est une construction jurisprudentielle ancienne, en gros, qui dit que enfin, il y a des arguments juridiques peut-être plus qu'un avocat pourrait plus développer que moi, mais qui font qu'on arrive quand même à déterminer dans quel cas est-ce que le dirigeant il n'a pas agi comme un dirigeant en fait. Il a agi comme un particulier qui faisait mumuse avec la caisse. Pour la partie fiscale, je disais que je suis moins sûr de ça. Moi, je suis pas sûr que la perte soit déductible, c'est ça que j'ai dit. Donc peut-être que l'administration ne dira rien, mais moi j'estime plus probable que l'administration me dise effectivement que cette perte-là, elle n'a rien à voir avec l'activité normale d'une société. Donc elle va peut-être pas se placer sur le terrain de s'immiscer dans la gestion. Elle va peut-être justement se placer dans le terrain de, attendez, c'est quoi votre objet social? Vous êtes consultant en informatique, vous n'êtes pas placement financier, monsieur. Vous pouvez placer un peu de trésor, mais quand on place de la trésor, on le place sur les supports sans risque. On est d'accord, c'est ça le placement de trésorerie. Donc moi j'estime que ce que vous avez fait là, c'est pas conforme à l'objet social. Ce qui n'est pas conforme à l'objet social, c'est pas dans l'intérêt de la boîte. Donc je rejette directement tout ce qui a trait à ça. Bon, note que cet argument marche que quand il y a des pertes, ça ne marche pas quand il y a des dégâts. Hein. Là, hélas. Il y a quand même deux poids de mesure. Ah, toujours. Donc si je fais une Elon Musk, que je mets 100 millions, alors j'ai pas les 100 millions, hein, mais, mais peut-être un jour, en toute ma trésorerie, sur du Bitcoin, que je fais, je crois qu'il a fait x2 ou x1,5, enfin c'était incroyable, il a plus gagné d'argent en Bitcoin qu'en vendant des Tesla, c'est extraordinaire. On viendra pas m'embêter? Bah, on t'embêtera pas. Les gains seront soumis à impôt. Non, mais effectivement, on pourra difficilement te dire quelque chose dans la mesure où il y a une issue positive. Maintenant, Elon Musk, bon déjà c'est le droit américain, je sais pas ce qu'il dit, hein, mais Elon Musk il fait x1,5, mais les bitcoins il les a toujours. Si demain ils sont divisés par 10, il n'aura pas fait x1,5, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tant que c'est pas réalisé, il faut se méfier aussi voilà, du jugement qu'on porte. Voilà, donc après je dis ça, c'est un petit peu conditionnel parce que j'ai pas eu de cas encore, on est quand même sur des sujets très récents. Même en termes de jurisprudence, c'est des choses, il y a peu de jugement là-dessus. Donc là, je te donne plus des pistes de réflexion qui devraient inciter à la prudence plutôt que des choses sur lesquelles j'ai vu 5 contrôles fiscaux et ça s'est passé comme ça à chaque fois. C'est pas ça. Hein. D'accord. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour choisir si il vaut mieux investir en nom propre, du coup, ou en entreprise? Alors là, je vais te donner peut-être deux choses, deux pistes. La première, c'est pourquoi est-ce que les clients veulent investir par leur société. Ça, on comprend bien. C'est le même raisonnement avec l'immobilier d'ailleurs. C'est de dire, j'ai un potentiel d'investissement plus important quand j'investis avec ma boîte que quand j'investis personnellement. Puisque quand il y a 100 euros dans la boîte, si je veux investir personnellement, il faut que je prenne de la rémunération, donc je paye des cotisations. Une fois que j'ai pris ma rémunération, il faut que je paye de l'impôt sur le revenu. Et à la fin, avec ce qui reste, je peux investir. Donc peut-être qu'il me restera 50, j'en sais rien. Donc ma capacité d'investissement est passée de 100 à 50 avec les prélèvements là. Quand j'investis directement par ma société, on va dire, je pars de 100. Certes, j'enlève l'IS parce que j'ai pas de charge. J'enlève un IS entre 15 et 26,5, mais plutôt 15 quand on est freelance. Et voilà. Donc ce qui veut dire que j'ai un potentiel d'investissement de 85. Donc c'est plus élevé. Donc on comprend bien ce raisonnement-là qui est assez simple, mais qui est juste en soi. Hein. Il incite les gens à préférer l'investissement par la société. Bon. Ce que je dirais, c'est que quand on est particulier, on n'est pas astreint aux règles que je viens d'évoquer sur je veux faire all-in sur une crypto-monnaie, personne ne dira rien.
j'ai pas de risque. Je peux perdre de l'argent, mais si je perds, je perds. Je vais pas aller en prison, je vais pas être responsable devant d'autres associés, je vais pas être responsable devant le fisc, enfin, tu vois ce que je veux dire, je fais ce que je veux avec mon argent. Donc j'ai une liberté bien plus grande, et peut-être que je vais pouvoir prendre des risques que certains pourraient qualifier d'inconsidérés. Bon, c'est moi qui les considère. Je suis responsable devant moi, c'est tout, quoi. Puis peut-être devant ma femme, peut-être aussi. Mais bon, là, je laisse à chacun le soin de voir ce qu'il en est. Bref, on a compris ce que je voulais dire. Quand je suis côté société, il faut quand même que je garde, alors je vais dire les pieds sur terre, dans le sens où, même si je veux investir sur quelque chose aussi volatile que la crypto-monnaie, il faudra que j'ai une approche qui puisse être rapprochée, justement, d'un comportement d'un chef d'entreprise, d'un dirigeant. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le comportement d'un dirigeant, comme il ne peut pas risquer de perdre toute sa trésorerie, c'est pas possible, il va devoir, à minima, varier les supports. Et varier les supports, ça peut être varier les crypto-monnaies, mais ça peut être aussi faire un peu de crypto et un peu d'autres choses. Donc, je pense qu'on sera un peu moins, on sera un peu moins libre dans les sommes qu'on va allouer. Donc, comment est-ce qu'on va les allouer? Alors après, la règle de bon sens de dire d'essaimer un petit peu pour limiter les risques, c'est une règle de bon sens qui existe, qui est universelle, mais après il y en a qui font ce qu'ils veulent. Je veux dire, moi je suis pas prof d'investissement, donc s'il y en a qui préfèrent mettre des grosses sommes sur des choses très risquées, ce sera beaucoup moins risqué pour le coup d'un point de vue responsabilité de le faire en perso que de le faire en pro. D'accord. Même si je suis seul dans mon entreprise en tant que freelance? Alors, si je suis seul dans l'entreprise en tant que freelance, comme je te le disais, on n'a pas le risque de mise en cause des associés. Le risque que la boîte fasse faillite, je pense qu'il est limité parce qu'on joue avec l'argent qu'on a, avec l'argent qu'on n'a pas. Donc, bon, si on ne joue pas avec l'argent de la TVA ou des cotisations, ça devrait aller. Dans ce cas-là, ne restera que le risque de non-déduction de perte si jamais un jour je bois la tasse et que l'administration n'est pas d'accord avec ce que j'ai fait. Voilà. Donc, fiscalement, ça reste plus intéressant, si je suis ton raisonnement, d'investir avec son entreprise plutôt qu'en nom propre? Ça reste d'un point de vue financier, c'est intéressant parce qu'effectivement, mon enveloppe d'investissement est plus grande. Maintenant, après, la différence aussi, il ne faut pas se leurrer, c'est que si je fais un x10 avec l'argent de la boîte, l'argent il reste à la boîte. Je ne peux pas le dépenser. Si je veux le dépenser, il faut que je le ressorte. Il faut que je paye des impôts à la sortie. Donc j'aurais payé des impôts à la plus-value et à la sortie. Si je fais un x10 avec mon argent, je suis imposé sur la plus-value que je fais. Mais l'argent m'appartient déjà, donc je peux le flamber si je veux après. Donc, comment est-ce qu'on fait pour savoir si fiscalement, du coup, c'est plus intéressant d'investir en nom propre ou en société? Parce que c'est pas si simple que ça, finalement. Non, c'est pas si simple que ça, c'est vrai. Moi, j'ai une approche peut-être un petit peu... je sais pas comment la qualifier. J'aime bien séparer les choses. Clairement, faire de la spéculation sur un actif, pour moi, c'est quelque chose qui relève d'une activité privée. Parce que quand j'ai dit que je me lançais en freelance, je suis freelance. Je ne suis pas spéculateur dans ma boîte. C'est pas ça, pas pour ça que je crée ma boîte. Ok, je peux placer un peu de trésor pour essayer de faire des petites plus-values comme ça, plus 10, plus 20, mais on est d'accord que c'est pas mon activité. Mon activité, c'est de générer du cash par mon activité, donc freelance. Si après j'arrive à faire un peu d'intérêt par mon placement de trésorerie parce que j'étais malin, c'est bien, c'est du bonus. Ça peut pas devenir mon activité principale. Sinon, je crée une boîte à part qui fait ça. Par contre, mon argent, j'en fais ce que j'en veux. Donc moi, j'ai tendance à avoir cette approche de bien séparer le pourquoi des choses. Et fiscalement, c'est quand même un peu compliqué. Je trouve que c'est, si tu me permets Lilian, un peu fort de... Je vais pas dire fort de café, mais je trouve que ce serait un mauvais conseil de se dire je vais aller sur l'endroit où je suis le moins taxé. Ce que j'ai dit en préambule, parce que j'ai une plus grande investissement. Oui, d'accord, mais ça c'est une réalité. Mais est-ce que ça doit guider un choix d'investissement à l'heure où je ne suis pas assuré du gain ou de la perte que je ferai derrière? C'est pas comme si je te disais, tu investis en immobilier, tu feras 3% par an et là on voit si c'est la boîte ou si c'est toi qui le fais. C'est pas pareil. Là je suis sur un marché hyper volatile. C'est plus tellement un investissement, c'est un pari. Et le pari, pour moi c'est du perso, c'est pas du pro. Je mets de côté ceux qui investissent en crypto-monnaie parce que ils ont besoin de la crypto-monnaie pour payer des fournisseurs ou des clients. C'est évidemment pas cela. Bien sûr. Donc voilà, c'est plus qu'est-ce que je fais de l'argent que j'ai dans la boîte. Et certes, on peut en mettre un petit peu sur les cryptos, mais voilà, nous on a tendance à dire qu'on est très très frileux à l'égard des clients qui placent toute leur trésorerie sur des supports aussi volatiles. D'autant plus que ça pose des problèmes comptables. Je sais que c'est pas le sujet du jour, mais ça pose des problématiques comptables d'accompagnement parce que les flux des fois sont très compliqués à tracer.
parce que les plateformes dont j'ai parlé, par lesquelles on passe pour investir, ne sont pas toutes bien équipées en matière de reporting, et que nous après on s'arrache les cheveux pour savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été vendu, à quel moment. Donc après, voilà. Autant quand tu passes par un courtier, a priori ils sont sur la place, ils sont assez sérieux. Autant les plateformes de crypto-monnaie, le marché est encore jeune et il y a un peu de tout quand même. Donc ça, c'était ton avis qui était quand même assez tranché pour l'investissement en crypto-monnaie via sa société. Imaginons maintenant que je souhaite investir, par exemple, dans quelque chose d'assez diversifié comme un ETF. Moi, mon ETF préféré, c'est celui du SP500, qui performe relativement bien d'un point de vue historique, qui est très divers. Est-ce que là, ton avis serait le même? Tu dirais, ok, non, on reste quand même sur de l'investissement personnel. Lilian, sors ton argent de la société, investis-le via ton PEA, ton compte titre. Mais pas via la société, ou est-ce que tu aurais peut-être un regard un petit peu différent? Eh bien là, oui, effectivement, j'ai un regard différent. Je vais plutôt me rapprocher de ce que je disais dans la première partie de l'émission sur les actions, où qu'on décide d'investir l'argent de la société en actions, et pour le coup, je suis un peu moins frileux. Et les ETF suivent la même règle. Alors tu me diras, les ETF, il y en a surtout, donc, mais le ETF du S&P 500, je pense qu'il est très bien. Encore une fois, je ne parle pas en termes de performance, je parle du fait que tu as placé de la trésorerie de la société sur un support qui est quand même diversifié, parce que c'est S&P 500, il y a 500 dans le monde quand même, ce qui veut dire que j'ai pas fait all-in sur quelque chose, et que donc mon risque de perte est dilué avec un risque de gain. Donc quelque part, j'ai une approche beaucoup plus réfléchie, je trouve, là-dessus. Alors après, tu pourras me dire, effectivement, les marchés boursiers peuvent se casser la figure, mais en termes de probabilité, l'administration fiscale, elle sera quand même beaucoup plus ennuyée à dire: ah oui, mais vous avez investi sur quelque chose qui est très volatile, donc la perte elle est pour vous. Je pourrais dire: attendez, je vais ressortir le graphique de performance de l'indice. Vous voyez, c'est pas du tout le cas. C'est quelque chose de réfléchi. Et même si, par contre, si je le fais, je le ferai pas avec 100% de trésor de la boîte. Sur un seul indice. Donc de ce point de vue là, je suis moins ennuyeux. C'est vraiment la volatilité, et quelque part, si on veut recouper avec les actions, je serais tout aussi ennuyé avec quelqu'un qui me dit j'ai tout mis en XTZ. Là, j'ai aucun jugement sur les XTZ, hein. C'est le premier qui me vient à l'esprit. C'est une des crypto-monnaies qui existe. Bref, Bitcoin, excuse-moi. Je serais beaucoup moins ennuyé avec aussi ennuyé avec quelqu'un qui me dit j'ai tout mis en Bitcoin, quelqu'un qui me dit j'ai tout mis en action Tesla, hein. Parce que c'est pareil, quand je vais sortir les performances d'action Tesla, je vais dire bon, le truc il est volatile, on va pas se mentir. Donc c'est ça, moi, qui me fait peur, c'est le risque encouru dans une proportion qui dépasse ce qu'on peut attendre d'un dirigeant d'entreprise qui place sa trésorerie sans prendre de risques inconsidérés. Hey, avant que vous partiez, si vous recherchez un cabinet comptable compétent, j'ai un bon plan pour vous. Number vous offre un diagnostic de votre situation actuelle, 2 mois d'accompagnement gratuit si vous avez déjà créé votre entreprise, et si ce n'est pas le cas, il vous offre la création ainsi qu'1 mois d'accompagnement. Si ça vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien en description. C'est gratuit et ils sont super compétents. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, explosez les pouces bleus, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!